Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, pour l'émission internationale réalisée en liaison avec le quotidien Le Monde. Alors chaque dimanche, nous accueillons une personnalité qui marque l'actualité. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a déjà marqué l'histoire du XXe siècle, un ancien chef d'État, président de l'Organisation internationale de la francophonie, on dit secrétaire général, mais Monsieur le Président Abdou Diouf, merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous allons revisiter avec vous plus d'un demi-siècle de vie publique à la tête du Sénégal et puis à la tête de l'OIF. Et vous publiez Abdou Diouf, Mémoire, ce livre. Beaucoup de questions, beaucoup de révélations aussi. Peut-être avant de vous entendre ou avant de vous poser ces questions, bien sûr, nous allons voir un portrait de vous-même. Je me méfie d'un adage wolof que vous mettez en exergue de votre livre. La sagesse, dites-vous, recommande de ne pas dire tout ce que l'on sait. Vous allez tout nous dire aujourd'hui? Vous allez pouvoir le faire? Ou vous avez encore pour vous-même une sorte de devoir de réserve? Oui, j'ai un devoir de réserve sur beaucoup de questions. Mais je crois que ce livre me permet quand même d'ouvrir quelques fenêtres. Alors, si on n'a pas toutes les réponses, on aura beaucoup de questions que nous allons vous poser avec Sophie Malibaud et donc Christophe Ayat. Mais avant cela, quelques images sur les vies d'Abdou Diouf. Gouverneur à 25 ans, Premier ministre à 35, président à 46, Abdou Diouf a déjà eu plusieurs vies. Sur les traces de son parrain politique, Léopold Sédar Senghor, il approfondit la démocratie et la modernisation de son pays. Les Sénégalais le plébiscitent à 4 reprises. Depuis 2002, Abdou Diouf préside aux destinées des francophones dans le monde. Parmi ses priorités, la francophonie politique. Sans relâche, il plaide la cause de ses États membres auprès des institutions internationales. Il n'hésite jamais à proposer ses bons offices lors des crises. Congo, Mali, Haïti, Côte d'Ivoire, le voici récemment aux côtés de la présidente de la République centrafricaine. Ma visite aujourd'hui auprès du président de la francophonie qui a fait l'honneur de me recevoir était pour lui demander de continuer à faire le plaidoyer auprès de la communauté internationale pour que les autorités centrafricaines aient les moyens de ramener la paix dans ce pays, d'apporter l'aide humanitaire nécessaire aux populations et surtout d'essayer de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Face à l'urgence, ce grand chef des tribus francophones encourage toujours ses propres troupes à se mobiliser et faire face. Le français, c'est aussi l'une des premières langues des droits de l'homme. Champion de la transition démocratique dans son propre pays, Abdou Diouf montre la voie aux 77 peuples unis dans la francophonie. Je devrais rappeler, pour être honnête, que vous êtes également un peu chez vous, puisque vous avez présidé à la création de TV5 Afrique, TV5, la chaîne de la francophonie, opérateur de la francophonie. Je voudrais vous demander, avant que nous traitions des questions d'actualité, on se recommande du président Senghor, qui est votre mentor, le grand homme rencontré dans votre vie. La francophonie, espace linguistique, espace culturel ou espace diplomatique et politique? La question est rabâchée sans cesse. Mais pour vous, est-ce que c'est aujourd'hui un espace qui marche pour prévenir les crises, notamment en Afrique? Ça fonctionne, ça? Elle marche pour prévenir les crises, comme toutes les autres organisations internationales. Mais vous savez que l'alerte précoce n'est jamais suivie d'action. C'est un grand problème que nous avons. Nous voyons quelquefois les crises venir, nous tirons sur les sonnettes d'alarme, et rien ne se passe. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une force, pas une force armée, des casques bleus. Je ne parle pas, ce que je dis là, ce n'est pas seulement valable pour moi, c'est valable pour tout le système multilatéral. L'ONU, pour tous les États. Souvent, vous avez bien vu que le président François Hollande a essayé d'éviter ce qui s'est passé au Burkina Faso en faisant une proposition concrète qui n'a pas été suivie des faits. Donc, ce problème d'alerte précoce est vraiment le problème essentiel actuellement
dans le domaine politique. Mais une fois que les crises sont là, nous accompagnons, nous aidons à la sortie de crise, nous aidons aux transitions. Alors avec mes collègues, nous allons parler, on reviendra sur la francophonie, mais notamment de la situation en Afrique. Je leur laisse la parole, mais une question, est-ce que vous croyez à l'expression qui commence à traîner dans les articles de presse sur un printemps africain, ou un printemps noir comme on l'appelle, qui serait parti en gros du Burkina Faso avec la chute extrêmement rapide de Blaise Compaoré? Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. Nous sommes dans un continent où la démocratie progresse. Et bon, il peut y avoir de temps en temps des incidents de parcours comme cela. Et je le regrette beaucoup parce que le président Blaise Compaoré est vraiment un grand homme qui a beaucoup fait pour son pays, qui a beaucoup fait pour la gestion des crises en Afrique. Vous diriez que... Sophie Malibaud, RFI. Vous diriez que Blaise Compaoré a raté sa sortie, si l'on peut dire? On peut le dire sans langue de bois, oui. On peut le dire sans langue de bois. J'aurais préféré le voir sortir d'une autre manière. Par exemple, venir au poste que j'occupe actuellement. Oui, mais puisque François Hollande, pardon, je précise, François Hollande lui aurait proposé de vous succéder. Pardon, Sophie. Oui, qu'est-ce que vous aviez fait personnellement? Est-ce que vous vous étiez adressé à lui très directement pour lui demander de... Mais je dois dire, Madame Sophie Malibaud, que je ne pensais pas que les choses allaient tourner comme ça. J'ai toujours estimé que le président Blaise Compaoré était un homme de vision. Il était un homme de vision. J'ai toujours estimé que s'il avait décidé d'aller vers la modification de la Constitution, c'est qu'il était sûr de son affaire. Il n'y a pas de problème. Mais donc je ne peux pas dire que j'ai essayé de prévenir cela, ce serait mentir. Monsieur le Président, quel était votre rôle à ce moment-là? Est-ce que c'était de le prévenir, de lui dire « ce n'est pas une bonne idée de dépasser les limites constitutionnelles que vous êtes vous-même fixées » et quel est le rôle de la francophonie par la suite, une fois que Blaise Compaoré est parti? Est-ce qu'il ne fallait pas suspendre le Burkina dans la mesure où des militaires ont pris la tête des institutions? Non, monsieur Hayat. On suspend quand il y a coup d'État. Mais ici, il n'y a pas eu de coup d'État. Le président Blaise Compaoré est parti, a démissionné. Et moi, j'ai eu à ce moment-là à parler avec des chefs politiques du Burkina Faso qui avaient un grand souci, la protection des biens et des personnes, et qui souhaitaient qu'il puisse y avoir une autorité chargée de protéger les biens et les personnes. Ces militaires, vous les connaissez, vous leur faites confiance? Non, je ne les connais pas, non, ils sont d'une autre génération, je ne les connais pas, mais je crois qu'ils sont de bonne foi. Ils vont rendre le pouvoir aux civils? Oui, mais bien sûr, ils vont rendre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui même, je crois qu'il y aura la signature de la charte constitutionnelle de transition. Et je crois que dans la foulée, il va y avoir le nom du président de la transition. L'ordre constitutionnel donc est rétabli et vous pensez que maintenant, il ne fait plus aucun doute que les civils vont pouvoir prendre les choses en main? Absolument. Je suis convaincu que les civils vont prendre les choses en main. Nous allons pouvoir, en tant que francophonie, et c'est notre rôle, c'est d'ailleurs notre plus-value, nous allons accompagner cette transition de façon à aboutir à des élections justes, loyales, transparentes, et que le Burkina Faso retrouve sa place. Christophe Hayat. Le Burkina n'est pas le seul pays où il y a une tentation de modification des institutions pour permettre de rallonger la présence au pouvoir d'un certain nombre de dirigeants. Est-ce que vous pensez que ça va servir de modèle et que ça va faire réfléchir un certain nombre de chefs d'État? Le Congo-Brazzaville est concerné et un certain nombre d'autres tout au long de l'année 2016, de même que le président de la République démocratique du Congo. 2015, 2016 sont des années très difficiles. Il va y avoir beaucoup d'élections, à peu près une vingtaine d'élections dans l'espace francophone. Je ne peux pas dire que ceci servira de modèle. Ce serait mentir. Je pense que les gens devraient réfléchir à ce que nous avons mis, nous, dans notre déclaration de Bamako, qui est notre norme, notre charte en matière de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit. Nous sommes contre toute modification subreptice ou brutale d'une constitution à quelque longueur de l'échéance. Mais cela dit, on ne peut pas empêcher un pays qui a une constitution qui prévoit les modalités de sa révision d'envisager à un moment ou à un autre de faire cette révision.
Mais pas quelques mois oui, mais quelques mois, parce que ça, c'est subversif, c'est brutal. Mais sur quoi je voudrais insister, c'est sur la notion de consensus. Dans la mesure où, dans un pays, on estime qu'il peut y avoir un consensus au niveau de la classe politique pour modifier la Constitution, si la Constitution est modifiable sur ce point. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays, et nous l'avons vu avec le Niger, où la Constitution dit tout peut être modifié, sauf la limitation des mandats. Alors là, à partir de ce moment-là, si on le fait, c'est de la forfaiture. Monsieur le Président Diouf, en 1998, vous-même au Sénégal, vous aviez procédé à une révision de la Constitution et c'est à ce moment-là que la limitation des 2 mandats avait sauté, à ce moment-là, en 1998, 2 ans avant la présidentielle. Oui, mais j'avais la possibilité de le faire. La Constitution prévoyait qu'on pouvait la modifier. Il faut revisiter l'histoire du Sénégal. Déjà, j'avais convoqué toutes les forces politiques en 1991-92 et nous nous étions mis d'accord sur 2 mandats de 7 ans. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des failles dans ce système. Mais, si vous voulez le fond de ma pensée, si c'était à refaire, ce que j'ai fait en 1998, je ne le referai pas. Parce que vous trouvez aujourd'hui qu'il ne faut plus de constitution permettant le renouvellement de mandats indéfiniment ? Madame Sophie Maloube, pour parler franchement, et là je ne parle pas au nom de mon organisation, pour parler franchement, moi qui ai été président pendant plus de 19 ans, je vous le dis les yeux dans les yeux, je pense qu'à notre époque, 2 mandats suffisent largement à la tête d'un État. Au-delà des constitutions, il y a une réalité parmi les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Certains chefs d'État sont là depuis très longtemps, notamment en Afrique. On ne va pas parler du Cameroun ou les citer tous, mais parfois depuis 30 ans. On peut être président à vie ? En principe, un président de la République est soumis à renouvellement, ce n'est pas un monarque. Même le monarque abdique quelquefois. Ce n'est pas un monarque. Donc je pense, comme je l'ai dit, j'ai exprimé ma conviction. Ma conviction, c'est que vraiment, à l'ère où nous sommes, 2 mandats à la tête d'un État, ça suffit. Alors concrètement, qu'est-ce que peut faire la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie? Concrètement, comment peut-elle agir lorsqu'un président outrepasse cette mesure de limitation, d'une façon ou d'une autre, par des petits arrangements avec la Constitution? Qu'est-ce que cette organisation est en mesure de faire? Non, Madame Malibo, nous ne sommes pas des policiers de la politique. Non, mais votre voix porte. Oui, nous ne sommes pas des policiers de la politique. Il y a des choses qu'on peut dire publiquement, il y a des choses qui sont dans les textes, il y a des choses qui font l'objet de concertations discrètes. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé quelquefois, alors qu'un chef d'État était sur le point de modifier sa constitution, ou d'inclure des dispositions qui auraient empêché certains de ses adversaires politiques de se présenter, il m'est arrivé de prendre mon téléphone, en toute discrétion, et de le lui déconseiller. Et il m'a suivi. Il m'a suivi. Et l'un de ceux qu'il voulait éloigner, qui ne voulait pas voir se présenter, s'est présenté et a été élu. Donc c'est vous dire qu'il y a quand même une diplomatie discrète qui peut permettre quelquefois d'arranger les choses, mais pas toujours. Mais on en revient un peu à la question initiale de Philippe. L'Organisation internationale de la francophonie, on a l'impression qu'elle, en dehors de tout son aspect, coopération, promotion de la langue française, mais que sur le volet politique, elle suit, elle accompagne, mais qu'elle n'est pas moteur, que sa voix n'est pas prépondérante et la plus écoutée. Qu'est-ce qui manque à cette organisation pour s'imposer comme je peux vous dire, M. Hayat, que c'est l'organisation, dans beaucoup de crises, et je ne me flatte pas. S'il n'y avait pas eu l'Organisation internationale de la francophonie, les problèmes seraient encore au même point. J'étais au sommet de Montreux en 2010, quand on m'a téléphoné pour me dire « Monsieur le Président, nous vous supplions de désigner l'expert de l'Organisation internationale de la francophonie pour présider la Commission électorale nationale indépendante de Guinée. » C'était l'élection présidentielle.
Il y avait toute la communauté internationale et tout le monde était d'accord. La communauté internationale, les partis politiques et c'est notre représentant, mon expert, qui était le général Sangaré du Mali, qui a présidé la CENI jusqu'à l'élection de M. Alpha Condé et en toute objectivité. Et quand il y a eu également les élections législatives en Guinée, il y avait un blocage sérieux. Et si l'Organisation internationale de la francophonie n'avait pas joué un rôle moteur, mais toujours discret, nous n'aurions pas eu les élections législatives. Donc, je crois que nous sommes un peu victimes de cette discrétion-là, mais je ne le regrette pas parce que cette discrétion est une garantie de succès dans beaucoup de cas. Vous, en tant qu'ancien chef d'État, vous avez ce poids dans les médiations, vous êtes en mesure d'influer sur certains présidents africains. Est-ce que vous voyez dans les candidats qui souhaiteraient vous succéder aujourd'hui des possibilités pour ceux qui se présentent d'avoir le même poids? Il n'y a aucun ancien chef d'État aujourd'hui qui se présente pour vous succéder? Si, il y a au moins un ancien. Non, non, pas Maurice. Bouyoya. Voilà. L'ancien Premier ministre mauricien, etc. Et vous savez, ce sont tous des femmes et des hommes de talent. Et je suis convaincu que la sagesse des chefs d'État permettra de choisir quelqu'un d'absolument compétent. On n'en saura pas plus aujourd'hui. Vous ne direz pas vers qui vont vos préférences. Est-ce que le secrétaire général de cette organisation doit être capable, est-ce que c'est dans son cahier des charges, de pouvoir faire de la médiation en cas de conflit? Ce n'est pas dit expressément. L'Organisation internationale de la francophonie a un rôle de facilitation, de renforcement des capacités, mais pas de la force des choses. C'est souvent la fonction qui crée l'organe, hein, vous savez. Nous sommes amenés à faire des médiations. Et je dois dire que dans plusieurs cas, nous avons réussi ces médiations. Et je suis à peu près sûr que les personnes très honorables, ayant de la notoriété, de la compétence, du talent, qui sont candidats à ma succession, seront capables de faire ça. Bon, vous n'avez pas une préférence comme ça entre nous, sur le plateau de TV5 et de RFI, vous ne nous direz pas vers qui va votre préférence, naturellement. On a toujours des préférences, mais de soi. façon éthique, le secrétaire général sortant ne peut pas exprimer sa préférence. Mais vous pensez qu'on va devoir en arriver au vote, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent? Écoutez, je vais vous faire un aveu. À Beyrouth, par ma faute à cause... 2002, hein. Oui, en 2002, à cause de je dis je n'étais pas candidat, puis on m'a demandé d'être candidat. Bon, tout ça, c'est le problème, l'environnement de cette élection. Le président libanais de l'époque, M. Émile Laoud, m'a dit que dans la nuit, on était en train de préparer les urnes pour voter. Et que finalement... Un consensus est établi. Oui, en tout cas, il s'est passé un événement qui a conduit le deuxième candidat à est-ce qu'aujourd'hui, démissionner. Abdou Diouf, est-ce qu'aujourd'hui l'OIF est assez vigilante, j'allais dire regardante, sur la gouvernance de ses États membres? Certains ne sont pas, sur tel ou tel continent, notamment dans le vôtre, ne sont pas toujours des exemples de bonne gouvernance, de bonne démocratie. Il y a de la corruption, il y a des choses de genre. Est-ce que dans cette appréciation des membres, l'OIF, à nouveau, ne pourrait pas être plus exigeante? Nous sommes des observateurs vigilants de ce qui se passe dans nos États membres. Mais pas plus que les autres organisations internationales, nous n'avons le pouvoir d'injonction. Comme l'ONU. Hein. Oui, pas plus que les autres organisations internationales, ou les pays, nous n'avons le pouvoir d'injonction. Finalement, moi, quand j'étais président de la République, et je crois que c'est le cas actuellement, l'organisation qui poussait le plus, qui avait le plus de conditionnalité pour nous permettre d'aller dans tel ou tel sens, je ne dis pas forcément la bonne gouvernance, hein. C'était les institutions de Bretton Woods. Ou peut-être, c'est-à-dire les institutions de financement qui nous disaient « Nous n'aurons pas de programme avec vous si vous ne changez pas de telle chose. » Je ne dis pas que toujours c'était
pour la bonne cause. Hein. Je ne dis pas que c'était toujours pour la bonne cause. Alors, monsieur le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, merci donc pour déjà ces premières réponses. On a encore beaucoup de questions à vous poser avec Christophe Ayat et Sophie Malibaud dans International. Mais avant ça, on fait une petite pause d'actualité. Retour à International qui reçoit aujourd'hui M. Abdou Diouf, l'ancien président de la République du Sénégal, l'actuel secrétaire général pour quelques jours encore de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous parlions d'Afrique. Question de Christophe Ayat du Monde. Oui, Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure de la période des ajustements structurels. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. L'Afrique est le nouvel Eldorado, tout le monde veut y être, la croissance, etc. Les Chinois, mais tout le monde investit. Et alors, quand on regarde de près, on s'aperçoit que la zone francophone, ou la zone CFA, qui n'est pas tout à fait la même, mais presque quand même, eh bien, sa croissance est proche de zéro, ou elle est très faible, de 2% maximum. Et puis, les pays anglophones, eux, ils décollent, ils sont à 5, 6, 7, 8%. Comment vous expliquez ça? Alors ça, c'est une chose, il faudra vérifier les chiffres. Moi, je peux vous donner un exemple. J'ai vécu les ajustements structurels. En tant que chef d'État, j'ai gouverné dans la douleur. Et nous avons fait l'ajustement en termes réels pendant une longue période. Et après, on nous a dit, ça ne suffit pas, il faut faire l'ajustement monétaire. Donc, d'évaluation du franc CFA. C'était très douloureux pour nous tous, les pays de la zone franc. Et ce que je peux vous dire, c'est que cet ajustement a été bénéfique, dans la mesure où nous avons eu un regain de compétitivité. Et ce que je peux vous dire, c'est que le petit Sénégal, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, à la fin de mon mandat, un journal, les économistes, je crois que c'est un journal anglophone, a classé les pays au monde qui avaient la meilleure croissance. Et dans les 2 pays au monde qui avaient la meilleure croissance, il n'y en avait que 2 Africains, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Alors, pour le reste, je ne suis plus au pouvoir, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais réellement, on était bien parti après la période des ajustements structurels. Lorsqu'on regarde dans nos journaux ou lorsqu'on lit Le Monde, on voit toujours la subsistance, l'émergence de crises, que ce soit le terrorisme, on a parlé d'Ebola, ou de problèmes de gouvernance en Afrique. Pourquoi est-ce que 60 ans, vous avez vécu donc la fin du colonialisme, pourquoi est-ce que 60 ans après les indépendances, l'Afrique ne va pas mieux? Je ne partage pas votre point de vue, je trouve que l'Afrique va mieux. L'Afrique va mieux, l'Afrique progresse sur le plan de la démocratie. Dans les années 70-80, la plupart des pays africains étaient encore sous le régime d'un parti unique. L'état de droit était balbutiant. Et maintenant, nous avons le pluralisme politique presque partout. Et parfois, nous avons, mais nous avons... Il faut donner du temps au temps. Combien d'années il vous a fallu? Vous savez, moi, je suis un enfant des Lumières. Je suis un enfant d'Afrique, mais je suis un enfant des Lumières. Et je cite souvent Montesquieu, qui dit « La démocratie, son principe, c'est la vertu ». Nous avons encore des efforts à faire de ce côté-là. Mais nous avons progressé par rapport aux années 80 et 90, parce que maintenant, tous les pays sont des États de droit, imparfaits certes. Tous les pays sont des démocraties pluralistes. Et mon organisation, comme d'autres organisations, parce que nous travaillons aussi avec d'autres organisations, nous ne sommes pas là pour dire la francophonie est arrivée, Zoro est arrivé. Non, c'est ensemble. La dernière mission que j'ai envoyée au Burkina, j'ai dit attention, il ne s'agit pas d'aller pour dire que nous savons et que les autres ne savent pas. Il faut travailler la main dans la main pour arriver ensemble, dans le cadre d'un groupe international de contact incluant tout le monde, pour trouver les bonnes solutions. Moi, je crois que l'Afrique va dans le bon sens, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Le problème qui se pose à l'horizon, la croissance sera là, elle est déjà là, elle sera là presque partout. Le problème qui se posera, c'est la répartition des fruits de cette croissance. Parce que là où nous parlons, il y a encore de la pauvreté. Il y a même l'extrême pauvreté. Oui. Il y a même l'extrême pauvreté, ce qu'on appelle la misère. Et ce qu'il faut, c'est que demain,
nous travaillons de telle façon que cette croissance bénéficie à tout le monde de façon équitable. Vous connaissez bien la France, vous avez fait vos études, vous y vivez aujourd'hui. Pratiquement tout nouveau président de la République française qui arrive promet une chose, la France-Afrique, c'est fini. Est-ce que c'est, dans les faits, est-ce que c'est terminé? Ce lien un peu incestueux entre la France et le... Je ne l'ai jamais connu. Je suis désolé de le dire, que moi je n'ai jamais, en tant que président de la République ou Premier ministre de mon pays, vécu cela comme un lien incestueux. J'ai considéré que c'était des relations d'amitié privilégiées qui continuent dans l'intérêt de la France et de l'Afrique. Et je n'aime pas qu'on l'appelle d'ailleurs la France-Afrique. Je dis les sommets des chefs d'État d'Afrique et de France. Vous avez bien suivi l'affaire, la fameuse affaire à rebondissement des biens mal acquis. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'assez énorme de voir comment les fortunes sortent d'Afrique, tandis que les populations restent dans l'extrême dénuement? Oui, Madame Malibo, bien sûr, il y a des choses, beaucoup de choses qu'il faut critiquer. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais notre rôle à nous n'est pas de critiquer seulement, mais également d'essayer de pousser vers une meilleure gouvernance. C'est la malgouvernance qui est à la base de toutes ces études. Mais ce n'est pas seulement en Afrique. C'est pas seulement en Afrique. Sur tous les continents, vous avez la malgouvernance. Et vous avez des biens mal acquis aussi sur tous les continents. Mais cela dit, je n'appuie pas cette politique de biens mal acquis et je considère il faut qu'on continue à plaider, à agir pour que vraiment les moyens de nos pays aillent aux problèmes de développement, des infrastructures, du social, de l'économie, de l'éducation. L'éducation, très important. L'éducation en quantité et en qualité. On parle souvent de la langue française en disant que l'avenir, c'est l'Afrique. C'est bien vrai. Et vous avez vu le dernier rapport. 90% des francophones sont africains. Mais à une condition. Il faut également qu'il y ait un enseignement en quantité et en qualité. Il faut que nous atteignions la scolarisation universelle, que nous fassions la formation professionnelle, mais tout ça avec la qualité. Et ça suppose des moyens. Vous n'êtes pas inquiet de la baisse des contributions justement à la francophonie pour travailler sur l'éducation? Mais bien sûr, je suis inquiet, mais en même temps, Madame Malibou, je me rends compte que la crise est grave dans le monde et en Europe en particulier. Je me rends compte des efforts que déploie le gouvernement français pour essayer de juguler cette crise, pour essayer d'arriver à atteindre certains objectifs en matière de croissance, de réduction du déficit. Alors, j'ai une certaine forme de compréhension. Je sais que ce n'est pas du désintéressement par rapport, un désintérêt par rapport à la francophonie. Je suis sûr que ce n'est pas ça. Mais en même temps, je ne voudrais pas que ça continue. Christophe Ayat. Monsieur le Président, il y a un autre phénomène inquiétant quand même en Afrique qu'on n'a pas mentionné, c'est l'extension du territoire du terrorisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un territoire qui va des frontières de la Mauritanie jusqu'à la Somalie, qui touche le Nigeria et qui va jusque sur les côtes libyennes, et qui est un territoire où on ne peut plus aller, qui est un territoire hors la loi. Comment est-ce que l'Afrique est en train de commencer à se rapprocher de certaines zones du Proche-Orient, avec Boko Haram, avec l'AQMI, avec... voilà. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète? Mais qui m'inquiète énormément, je crois. Qu'est-ce qu'il faut faire contre? Comment on peut combattre ça? Mais il faut combattre ça, M. Ayat, en tant qu'homme de paix. Je vous dirais la meilleure façon de combattre ce genre de choses, c'est de dialoguer, de faire de la diplomatie, mais vous savez bien que ce serait être un enfant de cœur que de proposer ça. La seule solution, c'est la force. Et moi, j'appuie tout à fait toutes les initiatives qui vont dans le sens d'un combat résolu contre tous ces fanatiques, tous ces djihadistes qui parlent au nom d'une religion que je ne connais pas. Moi, je suis un musulman, pratiquant, fervent, je m'excuse de le dire, bien que étant à la tête d'une organisation laïque. Mais je vous rappellerai que la laïcité dans mon pays, le Sénégal est une république laïque, démocratique et sociale. La laïcité est une laïcité ouverte et positive qui favorise le dialogue entre les religions et le respect mutuel entre les religions et même entre les religions et les non-croyants. Donc, je reviens encore à ces personnes-là
ce ne sont pas des musulmans. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je crois qu'il y a l'unanimité pour dire que ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des bandits, ce sont des criminels, ce sont des barbares. Et ce qui vient de se passer encore le montre. Il faut qu'on continue l'action et qu'on la renforce. Qu'on continue l'action et qu'on la renforce très vivement. Parce que c'est un danger pour le monde entier. Le monde avait vu avec consternation et terreur l'enlèvement de ces lycéennes par Boko Haram à la frontière du Cameroun, Nigeria, etc. Et puis on a l'impression qu'ensuite on n'y pense plus, on y pense moins. Qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit aller également par la force secourir ces jeunes femmes. Vous ne pouvez pas. On nous a parlé l'autre jour de négociations entre le gouvernement nigérian et les chefs de Boko Haram. Il n'y a pas eu de résultat. Non. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il faut qu'on utilise les moyens habituels du renseignement entre les différents pays concernés, qu'on identifie les zones et puis qu'on y aille. Moi, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un stratège militaire, hein, mais je considère que la diplomatie si la diplomatie ne peut pas marcher, il faut autre chose. Est-ce que c'est à la France d'être le gendarme du Sahel ? C'est-à-dire d'établir des... Je n'aime pas cette expression gendarme. Je pense que la France, dans sa générosité et dans son sens de la solidarité avec les pays africains, aide les pays africains quand les pays africains ont besoin d'être aidés. Vous savez, en 2005 ou 2006, déjà, la France avait appelé mon attention sur ce problème, ce danger dans la bande sahélo-saharienne. Et à l'époque, j'ai envoyé une mission dirigée par l'ancien président de Mauritanie, Ould Oual, accompagné d'une de mes collaboratrices, Mme Christine Dessouche, rencontrer un certain nombre de chefs d'État, je ne dirai pas lesquels, pour leur dire, attention, vous devriez vous réunir pour mettre en place un plan, pour combattre, pour prévenir ce que nous voyons venir. Tout le monde m'a dit oui, amen, on va le faire. Bon, on va d'abord avoir une réunion des chefs d'état-major, ensuite on aura une réunion des ministres, ensuite on aura des experts. Ça a tourné en quenouille, Et finalement, c'est arrivé. Et puis il y a eu l'affaire libyenne. J'étais d'accord, moi, pour l'intervention en Libye. Parce que c'était au nom de la responsabilité de protéger. Quand M. Kadhafi dit qu'il va noyer dans le sang la résistance des gens de Benghazi, on ne peut pas le laisser faire. Mais à partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait tout nettoyer. Je m'excuse d'utiliser cette expression militaire qui a son sens. Mais on s'est arrêté en chemin tel que les armes ont proliféré et ce sont ces gens qui ensuite ont aidé à rendre la situation pire dans cette zone. Il y a un dossier dont vous n'avez jamais parlé puisqu'on parlait d'Afrique, c'est le Sénégal, votre pays. On peut rappeler, lorsque vous quittez le pouvoir, lorsque le président Wade vous succède, vous quittez le pays, prenez l'avion, vous n'avez jamais porté de jugement sur ce qui s'est passé ensuite. Aujourd'hui, vous avez de toute façon toujours été un homme libre, mais vous n'avez plus de charge nécessairement. Vous allez dire ce que vous pensez de la situation politique, sociale, économique du Sénégal. Vous pouvez le faire. Je vais faire de l'histoire. Je vais faire de l'histoire. Quand j'ai quitté le pays avec l'avion présidentiel que le président Wade a mis à ma disposition pour aller le représenter au sommet Europe-Afrique au Caire. J'ai été invité par Sa Majesté le roi du Maroc à venir passer quelques jours au Maroc, où j'ai été très bien reçu. Et après, j'ai quitté le Maroc pour la France, où le président Chirac m'a également très bien reçu. Fin de l'histoire. Vous ne parlez jamais j'ai continué ma vie. De la gouvernance et puis du Sénégal. J'ai continué ma vie et puis je suis devenu secrétaire général de la francophonie. 12 années qui m'ont beaucoup enrichi, qui m'ont beaucoup appris. Et je suis fier de quitter. C'est une façon de me répondre. Vous dites, je ne parlerai pas de la situation intérieure du Sénégal. Je vous ai dit que je fais un peu d'histoire et je vous rappelle. Est-ce que je peux vous demander de commenter une phrase de votre livre, ou peut-être de nous l'expliquer, parce qu'elle a pu nous surprendre. Vous dites, page 351 de ce livre, Dieu m'en est témoin, j'ai souhaité perdre les élections. Vous présentez à des élections et vous souhaitez les perdre. Non. Je vous ai dit que entre les deux tours. Hein. Je vous cite, oui, entre les deux tours. Vous dites, j'ai souhaité les perdre. J'ai été tellement peiné. Les trahisons, les coups durs. J'ai dit, franchement, une nuit, je me suis couché. J'ai dit, vraiment, je pense que le mieux pour moi, c'est de perdre et d'avancer, et que mon pays, qui a besoin de changement, fasse son changement.
Je n'avais pas, mais c'était intenable. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous essayez de vous imaginer, je m'excuse de ramener tout à moi, est-ce que vous, c'est pas, vous me l'avez permis, hein? J'ai perdu les élections. 42%. Oui, j'ai perdu les élections et l'étoile du Sénégal est montée très haut. On était au zénith parce que c'était un exemple extraordinaire. Vous vous imaginez, M. Dessin, si je les avais gagnés sur le fil du rasoir, l'opposition aurait contesté. On aurait eu de la violence dans la rue. C'était l'alternance ou la mort. J'ai dit, la bonne solution a été de perdre les élections. Je suis allé au début aux élections pour les gagner, hein, mais j'ai perdu. Et je n'ai fait aucun recours. Hein, je n'ai pas fait de recours. J'ai dit, bon, il a gagné. Vous avez félicité votre successeur. Absolument, absolument. Et j'ai souhaité le meilleur à mon pays. Je peux vous demander quelles sont vos relations aujourd'hui avec vos successeurs, puisqu'il y en a eu 2, double alternance. J'ai des relations plus suivies avec M. Macky Sall et moins suivies avec M. Wade. Comment est-ce que vous avez vécu cette année difficile au moment du passage justement de la nouvelle alternance entre Abdoulaye Wade et Macky Sall? Comment est-ce que vous avez vécu ces événements? Parce que ça s'est un peu déroulé dans la rue là aussi. C'était un moment très sensible. Oui, mais j'ai fait confiance au génie de mon pays. Vous savez, le Sénégal est un pays de paix. Et dans toutes les autorités coutumières, religieuses, la société civile, tout le monde veut la paix. C'est peut-être chez les hommes politiques qu'il y a un peu plus de hargne, parce qu'on veut le pouvoir, mais dans l'ensemble, ils subissent toujours finalement la contagion de ce désir de paix ardent dans mon pays. Et chaque fois que quelqu'un a voulu remuer le pays au nom de ses intérêts propres pour créer la violence, le désordre, il y a des voix qui sont élevées pour dire il faut de la paix, il faut de la paix, il faut de la paix. Est-ce que, Monsieur le Président, est-ce qu'au nom de l'apaisement et de, de la concorde, il faut enterrer les affaires judiciaires, ou au contraire, est-ce qu'il faut que les dirigeants qui ont quitté leur poste rendent des comptes sur leur gestion passée devant les tribunaux? C'est le cas en ce moment au Sénégal, partiellement. Monsieur Hayat, avant de quitter le pouvoir, mon ami Emma Bonino m'avait demandé de tenir une réunion. C'est le commissaire européen, ministre des Affaires étrangères italienne. Pour la préparation du statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Et son association s'appelait comment? No Peace, excusez-moi, c'est le secrétaire général de la France, mais vous demandez à l'homme universel. No Peace without justice. Son association. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Alors à ce moment-là, mais tout est permis. Si tout est permis, et s'il n'y a pas de sanctions positives ou négatives, le monde ne peut pas marcher bien. Mais il faut être juste. Il faut simplement être juste. Et donc vous pensez le président Senghor disait toujours, il faut être ferme, sans faiblesse coupable, ni cruauté inutile. Nous sommes des États de droit, avec la séparation des pouvoirs. Il faut que les pouvoirs séparés s'exercent dans le cadre de la Constitution. C'est le cas je ne me préoccupe pas des personnes. Je suis le plus mal placé pour parler de ces questions-là. Je ne le ferai pas. Mais je rappelle des principes. Séparation des pouvoirs et paix et justice. Dans quelques jours, au sommet de la francophonie, dans votre pays, à Dakar, au Sénégal, c'est toujours un peu l'état des lieux de la pratique de la langue française. Autre poncif, répété, rabâché 1000 fois, la pratique du français qui serait en péril. Elle est assez défendue, notamment en France, où parfois on a l'impression que c'est tellement évident, c'est pas un État multilingue. Vous sentez auprès de vos interlocuteurs gouvernementaux qu'il y a un engagement fort? D'abord, il faut rappeler que le français progresse. Il faut le rappeler. Ouais. Et notre rapport le rappelle. Le français progresse. Nous sommes à 274 millions de locuteurs francophones, dont 212 qui le pratiquent quotidiennement. C'est un progrès. Beaucoup de gens parlaient du déclin du français. Il n'y a pas de déclin du français. Et la demande de français est encore plus forte. Puisqu'actuellement, nous avons 125 millions d'apprenants de français.
Et si nous avions les moyens, il y a une demande encore beaucoup plus forte. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le paradoxe, évidemment, c'est celui que vous signalez. Le fait que dans les organisations internationales, de plus en plus, on a l'impression qu'on nous impose une langue unique. Et pour ça, Abdou Diouf ne peut rien faire, sinon tirer sur la sonnette d'alarme et demander aux gens qui sont dans ces institutions, aux francophones, de se battre et d'imposer leur point de vue. Nous leur avons donné tous les instruments à leurs moyens. Nous avons mis en place un Vademecum, nous avons fait des séminaires, nous avons parlé, nous en parlons à toutes nos réunions. Mais il faut que les gens aient le courage d'avancer et de dire non. Nous ne délibérerons pas si les documents ne sont pas disponibles en français. Vous voyez que la situation s'améliore au niveau de l'olympisme. J'ai un commissaire à la langue, au français aux Jeux Olympiques, un commissaire, j'ai un grand témoin. Mais depuis lors, la situation s'améliore parce qu'il y a eu un moment où pratiquement on ne parlait plus français. Mais maintenant, vous avez remarqué qu'aux Jeux Olympiques, on commence d'abord par l'annonce en français. Langue officielle. Comme le souhaitait le baron de Coubertin. Et ensuite, en anglais et dans la langue du pays. Et le baron de Coubertin avait raison. Il avait même fait mettre dans la charte olympique qu'en cas de litige, c'est le français qui fait foi. Et c'est toujours le cas. Donc, le problème est là. Il y a une question de volonté de tous les jours. Mais si vous laissez un interstice, évidemment, l'anglais va s'imposer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce paradoxe-là. Le français qui progresse et qui va encore progresser, et en même temps, cette pratique des organisations internationales, et même, me dit-on, de certains conseils d'administration de multinationales d'origine française ou francophone, où on parle anglais. Alors ça, je n'y peux rien. Regardez, quand il y a cette réunion, ce concert de musique, ce concours de musique qu'il y a tous les ans, où le plus souvent les Français vont chanter des chansons en anglais. Heureusement, dans The Voice, même The Voice, mais le concept est universel. Voilà, tout le monde dit The Voice, que ce soit en Italie, en France. J'ai vu que les gens chantaient français. Mais alors, voilà. Donc, il y a là un problème de volonté de tous les jours. Je ne peux pas, moi, me cloner et être derrière chaque francophone à travers le monde, dans les organisations. On y veillera sur pour dire chaque fois, allez, parlez. L'organisation de la francophonie a un rôle, c'est son rôle essentiel, peut-être, de surveiller ça et de promouvoir la langue française. Comment expliquez-vous cette tendance à l'élargissement de cette organisation de la francophonie à des non-francophones, je pense en particulier au Qatar? Comment expliquer cette tendance-là? Madame Malibou, l'Organisation internationale de la francophonie accueille des membres à part entière, qui en général sont les francophones. Des membres associés et des membres observateurs, qui en général sont les francophiles. Oui, plusieurs niveaux. Francophiles. On ne peut pas refuser des gens qui veulent venir vers nous. Bon, malgré tout ce qu'on dit, nous sommes attractifs. Tous les 2 ans, quand on va en sommet, il y a des tas de demandes d'adhésion. Pour l'affaire du Qatar, j'aurais voulu disposer de plus de temps pour en parler parce que c'est une grande déception pour moi. C'est une déception. Ils ne règlent même pas leur contrat. Absolument. C'est une grande... Et nous avions proposé membre observateur. Mais les chefs d'État, dans leur grande sagesse, ont décidé d'en faire un membre associé, c'est-à-dire plus que ce que nous avions proposé. Et ça, on paye plus. Et le Qatar ne paye pas. Alors, ça, je regrette de le dire, d'autant plus que l'émir du Qatar, l'ancien émir, son fils, ce sont mes amis, je les connais. Mais je dis que ce n'est pas normal. Donc, déception. Nous arrivons au terme de cette édition. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal. Pas déception sur toute la ligne. Hein. Non, mais pour le Qatar. J'ai bien noté. Vous avez aujourd'hui 79 ans, vous le rappelez dans votre livre. Oui. Quels sont, si on fait un sujet dans quelques temps, quelles sont les autres vies à venir d'Abdou Diouf? Vous allez vivre où et qu'allez-vous faire? Vous aurez d'autres fonctions officielles? Ah non, certainement pas. Non, vous allez vivre entre la France sûrement pas. Hein. Je vais vivre entre la France et le Sénégal. Et maintenant, j'ai toujours eu un chef, mais maintenant il est chef à temps plein. C'est mon épouse. Alors c'est elle qui décidera. Elle vous laissera encore faire des médiations, peut-être? Non. Je vais m'occuper d'elle
Je vais m'occuper d'elle. Vous lui et rendez je vais hommage. être son chevalier servant. Elisabeth, à qui vous rendez hommage dans ce livre. Merci, monsieur le président et secrétaire général de l'OIF, d'avoir accepté notre invitation. Merci et excellente continuation. Nous, nous rendons l'antenne. Merci pour votre fidélité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Et TV5 est très investi au sommet de la francophonie. Ce sera dans quelques jours au Sénégal. Merci, monsieur le président, de votre participation. C'est moi qui vous remercie.